Bonjour à tous, bienvenue dans le Swish Brunch, premier épisode de la saison en WNBA. Chaque semaine, on essaiera de vous faire un point hebdo de ce qui s'est passé, de ce qu'on a retenu, les coups de cœur, les coups de gueule, des focus ici et là sur des joueuses, sur des équipes. Et on commence donc cette semaine, je suis avec Gis. Les premiers matchs ont été intéressants, il y a plein d'enseignements à tirer, plein de choses qui se sont déjà passées. Attention, on va pas non plus tirer de conclusions hâtives, hein. Si vous avez cette impression-là, c'est faux, c'est juste que c'est des premières impressions. Et Gis, on va commencer par un petit point, ce qu'on faisait déjà l'année dernière, hein, un petit point sur le classement, même si à cette heure il ne veut pas dire grand-chose, hein, sauf pour certaines dont on va parler. Minnesota, donc les équipes ont joué 3-4 matchs. 3 à 4 matchs, Minnesota, la seule équipe à 4-0. Donc on va parler juste après le Minnesota des partenaires truands des Lynx, suivi par New York qui a gagné ses 3 matchs, 3 victoires, 0 défaites. Ensuite, on retrouve une brochette de 4 équipes qui sont à 2 victoires, 1 défaite. C'est Phoenix, Seattle, les Valkyries qui ont démarré avec 2 victoires en 3 matchs, les Aces. Donc ça, c'est le top 6. Ensuite, on a là aussi un petit trio d'équipes qui sont à 2 victoires, 2 défaites, bilan à l'équilibre, à savoir les Washington Mystics, l'Indiana Fever et l'Atlanta Dream. Ça, c'est le top 9. Et du coup, pour les dernières places, entre 10 et 13 maintenant, puisqu'il y a 13 équipes, on a les Sparks, une victoire, 3 défaites, et 3 équipes qui n'ont toujours pas gagné le moindre match, à savoir Chicago, dont on va parler un petit peu plus tard dans ce Swish Brunch, 0 victoire, 2 défaites, et Connecticut, 0 victoire, 3 défaites. Il y a une équipe qui a démarré à l'inverse total de Minnesota, c'est Dallas, 0 victoire, 4 défaites. Voilà. Comme j'ai dit, pas d'enseignement hâtif, mais des enseignements quand même dont on va parler tout de suite. Gis, je te propose notre premier focus sur Minnesota, et une joueuse en particulier qui a démarré sur des chapeaux de roue, Nafisa Collier. Nafisa Collier qui était dauphine du MVP de l'année dernière, qui était Defensive Player of the Year. Et disons que on dirait qu'il y a quelqu'un qui est un peu en mission pour aller chercher un titre qui lui a échappé la saison dernière. Et j'ai presque envie de dire 2 titres, c'est-à-dire le titre individuel et le titre collectif. Qu'est-ce que tu penses du début de saison de Nafisa Collier, Gis? Bah, c'est n'importe quoi. Bon, après, faut tempérer un petit peu aussi parce que voilà, elles ont joué des équipes, elles ont joué déjà 2 fois Dallas. Bon, voilà, il y a eu des adversaires aussi un petit peu plus faibles. On va voir quand elles vont vraiment rencontrer les très fortes équipes. Mais Nafisa Collier, elle rayonne, elle est juste inarrêtable. Et l'année dernière, on a répété toute la saison qu'elle faisait la meilleure saison de sa carrière, qu'elle était sans doute dans la discussion de la meilleure joueuse du monde. Et on pensait que c'était peut-être le pic. Mais là, ce que j'en vois, moi, sur la première semaine, alors ça fait qu'une semaine, il faut le rappeler, l'échantillon, il est tout petit et les calendriers jouent beaucoup en fonction de qui joue qui, hein, évidemment. Mais en fait, elle continue de progresser là. Elle est complètement insolente à 3 points, elle est inarrêtable au post-up. Elle est dans une équipe qui, encore une fois, on va le dire, hein, comme on a répété toute l'année dernière, puis même dans les previews, ce jeu se prête super bien à son style d'attaque. C'est absolument pas une cible de l'autre côté du terrain en plus, contrairement à d'autres où on peut dire voilà c'est très fort en attaque mais très mauvais en défense. Elle, elle tient des 2 côtés du terrain. Pour moi c'est la meilleure joueuse du monde actuellement. Et je pense qu'il y a même pas match en fait. Vraiment dans l'impact, dans l'ensemble de l'aspect sur le jeu total, elle est en contrôle de tout, totalement. Et puis, elle lit des situations incroyables. Elle appuie là où ça fait mal. Il y a une équipe qui défend mal le pick and roll, elle fait que du pick and roll. Il y a une équipe qui défend mal le post-up, elle fait que du post-up. Enfin, la justesse de la joueuse, c'est On avait un peu complètement fou, quoi. anticipé ce. Alors, à nouveau, ça peut sembler précoce, mais quand on avait fait notre power ranking de fin d'année, on avait mis Nafisa Collier en tête. Bon, il y a eu quelques réactions qui étaient un peu de gens qui s'insurgeaient, qu'on n'ait pas mis Aja Wilson par exemple. Mais Nafisa, son début de saison, il est incroyable. On n'a même pas parlé des stats. 29,5 points, 7,3 rebonds. Et qui a l'adresse 56% d'adresse globale, presque 54% à 3 points. C'est bon, on imagine bien que ça va pas durer toute la saison à ces hauteurs-là, Évidemment. ce serait une saison Évidemment. absolument historique, all-time, tout ce que tu veux. Mais le démarrage est incroyable. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a une impression de, alors il y a de la facilité, il y a de l'intelligence dans l'adaptation aux différentes situations de match. Et ouais, il y a une sérénité. Elle sait quelle joueuse elle est. Il y a pas de, elle se cherche plus du tout. Il y a pas, il y a zéro stress.
ses coéquipières savent qu'elles peuvent passer par elle, elles savent qu'elles auront aussi des opportunités parce que c'est pas non plus une joueuse qui vampirise la balle. C'est pour l'instant un début de saison absolument parfait, je trouve, de la part de Nafisa Collier et donc par extension, des Lynx dont on peut parler qui sont sur leur lancée de la saison dernière. On a les deux finalistes pour l'instant qui sont en tête du classement avec les Lynx qui ont joué un match de plus. Et globalement, si on sort du cas spécifique de Nafisa, même si c'est difficile vu son niveau, qu'est-ce que tu as trouvé de bien et d'intéressant chez les Lynx dans le début de saison? Bah, en fait, on s'en doutait un petit peu, mais elles n'ont rien changé. Elles ont juste mis des petites pièces supplémentaires pour renforcer un peu ici et là l'équipe. Mais ça joue de la même manière, c'est les mêmes choses. Et il faut rappeler qu'elles n'ont pas Kayla McBride pour le moment. Kayla McBride n'a pas mis un pied sur le terrain, qui est la deuxième meilleure joueuse de l'équipe. Et ça déroule à ce point-là. Alors, encore une fois, hein, on va regarder le calendrier. Il y a des équipes. New York a déjà joué Indiana, Vegas. Voilà, il y a New York a eu un début de calendrier en gagnant 3 matchs d'ailleurs, plus fort. Hein. Mais ce qui est impressionnant, c'est que tu n'as pas la deuxième meilleure joueuse et ça ne se voit pas en fait. Parce que l'équipe sait exactement ce qu'elle fait. Et je pense que où les Lynx vont prendre peut-être un peu d'avance sur d'autres équipes, et moi c'est pour ça que je les avais mis assez haut, je les avais mis deuxième dans ma preview. Et même, j'avais même hésité avec la première. Ouais, c'est parce que elles vont pas avoir de temps à construire quelque chose, puisque c'est la même équipe. Donc tout le monde est en place, tout le monde connaît son rôle. On voit Indiana, ça a beaucoup changé. Vegas a intégré Joey Lloyd, c'est pas simple. Phoenix, tout a changé. Même New York avec Tasha Claude, il faut quand même si elle fait un début de saison incroyable, mais voilà, il faut quand même l'insérer. Tout ça, ça prend un peu de temps et je pense que Minnesota, elles ont cet avantage-là de savoir exactement comment elles jouent. Et quand Kayla McBride, qui est revenue, hein, d'ailleurs, là, qui était présente au dernier match, qui n'a pas joué, à mon avis, elle va se mettre parfaitement dans son rôle, quoi. Il n'y a pas de raison, quoi. Donc, non, je trouve ça très fort. Après, c'est évident que Nafisa Collier ne va pas rester à ce niveau d'adresse-là, hein, parce que sinon, si elle reste à ce niveau d'adresse-là, c'est bon, c'est même plus la peine de jouer la saison, en fait. Si tu as ces stats de la saison dernière à la fin, je veux bien en termes d'adresse, notamment. Je me souviens plus, mais c'était quand même déjà très élevé et c'était calibre MVP. La saison dernière, elle est à 49% au tir, 31% à 3 points, 80% au lancer. Et là, elle est à 56, 53 et 94% au lancer franc. Okay. Bon, l'échantillon est tout petit. Hein. Franchement, regardez les stats au bout de 4 matchs. Je me souvenais pas qu'elle avait ça n'a pas de sens, 31% à 3 points. Alors, après, je suis resté sans doute sur la campagne de playoff où, à mon avis, c'était beaucoup plus élevé. Ouais, mais elle en prenait pas beaucoup en fait. Non. Elle en prenait moins de 3 par match. En fait, c'est pas un gros volume à 3 points. Donc c'est pour ça que tu vois, elle en prenait moins de 3 par match. Elle en mettait 1 par match. Donc bon, voilà quoi. C'est pas. Enfin, on n'est pas sur des volumes énormes. C'est pas une joueuse qui prend un énorme volume à 3 points, mais par contre, qui est capable quand même d'en mettre. Donc ce qui rend aussi un peu plus compliqué. De la défendre quoi. Donc, mais là il y a un effet zoom hein, sur les pourcentages. C'est sûr, il y a un effet zoom de stats de petits échantillons quoi. C'est ce qu'il faut. Voilà. Je vais répéter ce que tu m'as dit avant qu'on commence ce Switch Brunch. Si elle reste à ces stats-là, donner le titre tout de suite à Minnesota, ça sert à rien de faire la saison. Ah oui, non mais évidemment, non mais ça restera pas à ces pourcentages-là, c'est très évident. Mais bon voilà, c'est pour montrer que elle est prête, qu'elle est en forme, qu'elle est performante et que l'équipe de Minnesota est parfaitement bien lancée parce qu'elles savent parfaitement ce qu'elles font et elles ont un plan de jeu clair et ça déroule et on va en parler après d'autres équipes qui des fois font des bons plans de jeu puis qu'après le match d'après c'est un peu horrible. Du coup, je me dis qu'on peut peut-être parler de l'un des coups de cœur qu'on a choisi, c'est le tien en particulier d'une joueuse qui fait un très très bon début de saison, évidemment dans l'ombre médiatique d'une Nafisa Collier, ce qui est logique. Mais tu voulais nous parler de Jessica Shepard, qui a un impact immédiat, important et visible sur les résultats des Lynx. Non, mais c'est complètement dingue. Elle fait une saison de malade mental, en fait. si tu veux les stats, elle est à 10 points, 9 rebonds, 9 passes de moyenne. Okay. En 20, un peu plus de 20 minutes de jeu. Non, bon, au-delà des stats, c'est l'apport de cette joueuse. Moi, c'est une joueuse que j'aime beaucoup depuis qu'elle était à Notre-Dame. Ouais. C'est une poste 5 qui a un volume de jeu énorme. Et c'est, pour moi, typiquement le type de joueuse qui manquait à Minnesota l'année dernière. Une fille qui est capable de passer correctement la balle, d'être super forte au rebond offensif. Elle en prend énormément. Et il y a des line-up où
où l'année dernière, Minnesota jouait beaucoup avec Nafisa Collier et Alana Smith, donc très petit. Et là, j'ai vu pas mal de line-up où Nafisa Collier est décalée au poste 3 et ça joue avec Alana Smith et Jessica Shepard. Et honnêtement, ça devient mais presque indéfendable. Parce que les trois sont d'énormes passeuses qui sont très mobiles, qui n'arrêtent pas de bouger. Et dans le spacing qu'elles ont avec des bonnes shooteuses autour, c'est vraiment impressionnant. Et moi, ça me plaît ce retour. Et on va pas forcément en parler beaucoup dans la saison parce que voilà, Nafisa Collier va prendre beaucoup la lumière. Peut-être qu'elle a McBride aussi. Mais franchement, c'est la pièce. Pour moi, c'est la pièce qui leur manquait. Et ça va être. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une recrue qui sort de nulle part. Ils la connaissent. Elle a joué 4 saisons déjà avant avec les Lynx. Elle a juste pas fait la dernière. Elle avait fait 2021, 2022, 2023. Elle avait fait un bout de 2019 aussi. Ou alors c'est la saison West Blaze, je me rappelle plus. Peu importe. 2021, 2022, 2023, elle est là. Donc elle connaît l'équipe, elle connaît la coach. C'est pas une intégration difficile. Et ça se voit sur le terrain. Et effectivement, c'est une recrue assez incroyable. Une recrue entre grands guillemets, hein, évidemment. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Son apport est hyper, hyper précieux. Surtout que Minnesota ne peut pas compter sur Dorka Iwa cette année. Donc avoir quelques munitions supplémentaires, même si c'est une joueuse différente avec Jessica Shepard, c'est pas du luxe. Je vais corriger parce que j'avais les stats de pré-saison en fait. Je me disais, il me semble bien pas qu'elle fait pas 9 passes. Non, mais elle est à 10 points. Elle est à 10 points, 9 rebonds. 10 points, 9 rebonds, presque 4 passes. En 25 minutes de temps de jeu, à 64% au tir. Bon, voilà quoi. Oui, j'avais les stats de pré-saison, et puis c'était qu'un match, mais je me suis planté en fait dans la recherche. Ça reste très en dehors de toute considération statistique. Oui, bien sûr. Hyper important. Ce qui est impressionnant, c'est les 9 rebonds. Parce que c'est vraiment là où Minnesota a pêché la saison dernière. Quoi. Ouais. Voilà pour ce point sur Minnesota, ce point très large. Vous aurez compris que c'est l'équipe qui nous a le plus impressionné. De la semaine, quoi, clairement. Voilà, de la semaine, et puis du coup, plus globalement, depuis le début de la saison, forcément. On va parler d'un match, on fait un petit focus sur un match. Vous l'avez peut-être vu parce qu'il était à un horaire acceptable hier entre New York et Indiana. C'est une belle affiche entre deux prétendants au titre, on va dire. Alors New York, forcément, parce que c'est les champions en titre. Indiana qui a cette ambition-là. Du côté du Fever, on ne se cache pas, on dit qu'on veut gagner le titre d'entrée. C'était un match un peu particulier parce que c'était relativement spectaculaire. Je vois ton relativement divertissant et spectaculaire qui se finit sur un scénario un peu rocambolesque. Victoire de 2 points du Liberty, 90-88, j'avais noté. C'est ça, voilà. C'est ça. Avec le Fever qui réclame une faute de Tasha Cloud sur la dernière possession, avec des hauts et des bas, New York qui comble un retard dans le troisième quart-temps. Enfin, bref, il s'est passé plein de choses, il y avait des enseignements. Il y a eu une Caitlin Clark qui est un peu retombée dans ses travers au niveau des turnovers, 10 pertes de balles. Voilà, je sais que ce match t'a un peu décontenancé. Moi, je l'ai trouvé divertissant, mais un peu déroutant dans le sens où je m'attendais à une bataille qui ressemblait à un match de play-off. Et c'est pas tellement que ça ressemblait pas totalement à un match de play-off, mais que c'était très décousu au niveau défensif. C'est-à-dire que je m'attendais à avoir de belles oppositions défensives et c'était, je sais pas, il y avait à la fois de la tension, à la fois des erreurs que j'imaginais pas possibles chez ces deux équipes-là dans ce début de saison. Voilà, dis-nous un peu ce que tu as pensé de ce match-là. Ouais, alors c'est compliqué d'un point de vue basket, quoi. Dans le scénario, c'est top parce que ça joue à 2 points, il y a une dernière possession, etc. Il y a un gros écart de New York, puis il y a une remontée du Fever, et puis après New York chute un peu. Enfin bon, bref, le scénario est bien, mais alors dans la production basket, c'était vraiment pas terrible. Déjà, défensivement, les deux équipes avaient décidé de pas défendre, et ça, c'est quand même très compliqué pour des équipes qui envisagent de jouer le haut de tableau. Et puis, moi, ce que j'ai pas aimé dans ce match, c'est que j'ai regardé les premiers matchs du Liberty et du Fever et j'ai vu des choses très très bien. Et notamment côté New York, quand elles ont joué Vegas, elles ont appliqué un plan de jeu qui était révolutionnaire. J'en ai fait d'ailleurs une petite vidéo tactique que vous pourrez voir. Allez voir l'œil de Gis demain. Demain lundi. Ouais, en plus, ouais, on va en reparler. On va parler d'ailleurs du Jaws de face. Voilà. Petit teasing. Donc, New York jouait très bien, avait un plan de jeu, et hier, elles sont retombées dans leur travers de prendre trop de tirs à 3 points, elles avaient une Jonquel Jones hyper dominante, et pendant toute la période où Indiana revient, on lui donne plus une balle, on prend que des tirs à 3 points. Sabrina Ionescu et Brianna Stewart sur le match hier, elles ont été franchement horribles, horribles, faut le dire. Elles ont vraiment pas été bonnes.
Et de l'autre côté, bah, c'est pareil. Moi, j'ai bien aimé le début de saison d'Indiana. Je trouve que elles avaient trouvé des solutions pour rendre Caitlin Clark rayonnante dans le jeu et hyper efficace. Et là, hier, on est retombé dans les travers, c'est-à-dire dans l'hyper ball dominante qu'elle pouvait avoir à Iowa, avec du coup, bah voilà. Alors oui, elle fait 10 passes, c'est très bien. Elle met des paniers, mais bon, elle perd 10 ballons et elle shoot à 6 sur 18 au tir, 2 sur 11 à 3 points. Enfin, alors, elle a une production et une importance dans le match. Elle met des gros tirs pour les ramener. Mais honnêtement, si New York tombe pas dans la guerre à 3 points, il y a 25 points d'écart dans ce match-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai été un peu déçu parce que franchement, le début de saison des deux équipes m'a plu. Là, j'ai l'impression que ça a matrixé les deux équipes. Le coup de l'antenne nationale, peut-être, le fait, tu sais, l'opposition, le gros. Je pense que Sabrina Ionescu, elle a eu aussi envie de répondre à Caitlin Clark qui prenait beaucoup de tirs. Enfin, tu vois, il y a. Et quand on tombe là-dedans, bah, ça fait jamais des bons matchs, quoi. Alors, le scénario est bon, je peux comprendre que ça plaît aux fans, mais franchement, tactiquement, c'est pas un bon match des deux côtés. Et c'est très dommage quand on voit le début de saison des deux équipes. J'espère que les deux équipes vont, j'ai pas trop de doute, vont se remettre en route par rapport à ce qu'elles ont fait sur les deux premiers. Mais c'était quand même dommage quand tu vois une belle affiche comme ça. Je repense au match Vegas-New York qui était excellent de la semaine dernière. Et là, franchement, il y a une baisse de niveau énorme sur ce match. Alors, ça reste qu'un match, faut pas, voilà. Mais attention quand même, parce qu'il faut pas retomber un peu dans les travers pour deux équipes qui quand même vont jouer le haut de tableau, alors qui sont très fortes. Mais et puis moi, ce qui m'a désespéré hier aussi, c'est que on a complètement, enfin, le match d'Aliyah Boston a complètement été oublié, notamment dans les médias. Enfin, hier, elle fait. Non, mais c'est tous les matchs depuis la saison en fait où elle est oubliée. Non, mais elle est incroyable. 27 points, 13 rebonds hier. Elle est à 12 sur 19 au tir. Elle a Jonquel Jones en face quand même. Enfin, tu vois, c'est pas rien. Et en fait, elle fait un super début de saison parce que justement, ils avaient bien utilisé Caitlin comme elle est souvent un peu doublée. C'est elle qui fait les bonnes lectures et elle est excellente là-dessus. Et je trouve que t'as pas l'impression. J'ai eu l'impression. Non. Honnêtement, ça. Qu'elle a progressé. Non, mais j'ai eu l'impression qu'elle a progressé sur. Sur les finitions au panier, le footwork et tout, je la trouve plus fluide, moi. Non, elle a toujours été excellente. Elle a toujours été excellente à la passe et à la finition. Le problème, c'est qu'elle était surtout pas très utilisée comme ça l'année dernière et même il y a 2 ans. Parce que là, en fait, c'est vraiment le fait qu'ils viennent beaucoup doubler Caitlin Clark et elle se retrouve beaucoup en possession de la balle et on se rend compte que c'est une belle playmakeuse aussi. C'est pas seulement qu'une scoreuse, qu'une finisseuse. Elle a une bonne capacité de passe et je l'ai trouvée excellente et elle fait un début de saison, mais là, c'est incroyable en fait son début de saison. Donc voilà, je sais qu'on parle toujours beaucoup de Caitlin, elle est hyper importante dans le jeu et vous verrez demain la petite vidéo parce que je peux l'annoncer, c'est sur elle et je suis bluffé de ce qu'elle a fait sur les 2 premiers matchs, enfin sur les 3 premiers matchs même, un peu moins sur celui-là d'hier. Mais par contre, Aliyah Boston, c'est vraiment, vraiment costaud. Hein. Vraiment, vraiment très, très bien. Quoi. Je suis d'accord avec Donc toi. voilà, il y a des choses positives hier, mais voilà, j'espère que les équipes vont se remettre un peu la tête à l'endroit, quoi, parce que là, c'est vrai que ce match-là, il était compliqué. Quoi. Au rayon des choses positives dans ce match, et ça permet de faire un petit coup de cœur aussi, on a parlé rapidement de Natasha Cloud, l'adaptation éclair à New York, rôle incroyable. Hyper important. Hier, elle a fait 16 points, 7 rebonds, 6 passes, 5 interceptions, 2 contre. Elle met des tirs. Elle met des tirs, elle veut bien rappeler après I'm a shooter. et elle est c'est comme un poisson dans l'eau. Après, c'est une joueuse qui a toujours su plus ou moins bien s'adapter. Hein. Elle était très importante à Washington. On n'a pas eu beaucoup le temps de la voir la saison dernière, mais voilà, à Phoenix, c'était pas mauvais. Je pense que c'est une excellente recrue. C'est une personnalité en plus. Enfin, moi, j'aime. Elle est, comment dire, elle porte ses émotions sur elle. Elle est très engagée. C'est une vraie personnalité de la ligue, Natasha Cloud, et la voir dans cette équipe-là. Alors, ça peut faire un peu de cheat code parce que c'est mieux ça peut être mieux qu'une role player. C'est une joueuse qui a été meilleure passeuse de la ligue. C'est une joueuse qui a déjà été championne. C'est l'une des meilleures joueuses défensives de la ligue dans son registre. Donc, ouais, moi, coup de cœur pour Natasha Cloud sur ce début de saison du côté de New York. C'est déjà l'âme de l'équipe. Hein. Ouais, bah ça c'est un peu. Ça fait 3 matchs. Peu importe où tu la mets, c'est ça quoi. Non, mais et je pense que ça, par contre, pour le coup, on en avait parlé dans les previews, ça va être utile pour New York parce que cette équipe, souvent, elle manque un peu de. Ah, pas de gueularde, mais voilà, de Jonquel Jones, Stewie, c'est toujours un peu. Voilà, dans le leadership, c'est toujours des fois un peu mou, quoi. Alors que Natasha Cloud, bah, ça les réveille. Et sur le moment où New York est un peu en difficulté hier, elle met beaucoup d'impact physique. Et puis la défense, il y a aussi ça. Hein, si Caitlin perd 10 ballons aussi hier, c'est que
bah, elle l'a tout le temps sur le dos, et notamment le dernier ballon qui a fait un peu débat, mais où il y a absolument pas faute, hein, évidemment. Mais elle est en contrôle aussi de l'aspect défensif, et elle avait fait un travail défensif aussi contre Vegas absolument incroyable aussi. Donc non, c'est un bon fit. Moi, j'avais un peu le doute offensivement. Bon, pour le moment, ça tout va bien parce qu'elle met dedans en fait, mais par contre défensivement, c'est monstrueux quoi, monstrueux. Petit focus aussi sur, pour le coup, une équipe qui a nettement moins bien démarré que Minnesota ou New York. C'est clair. On veut parler des Dallas Wings. 4 matchs, 4 défaites. Là aussi, le calendrier peut entrer en ligne de compte. Hein. C'est pas anodin. Les Wings en difficulté. Page, un démarrage peut-être... je sais, comment tu le qualifierais son démarrage? Parce que c'est pas très adroit. C'est quand même important dans le jeu. Elle a les ballons. Alors, vas-y. Comment on va tourner ça? Parce que le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est comme ce qu'on avait tempéré l'année dernière sur Caitlin Clark. Il y a des attentes énormes. Tu sais, t'as l'impression que les joueuses vont arriver, elles vont marcher sur la ligue, alors que ça n'arrive jamais, en fait. Enfin, il n'y a qu'une joueuse dans l'histoire qui l'a faite, c'est Candace Parker. Mais sur un poste d'intérieur, c'est quand même un petit peu différent. Je pense que les gens, ils oublient les premières saisons de Nafisa Collier, ils oublient les premières saisons des Jay Wilson, etc. Alors, sur la performance de Paige, si on regarde d'un point de vue statistique, moi, je suis juste un peu déçu dans l'adresse. C'est clair qu'elle n'est pas à droite. En tout cas, elle n'est pas au niveau d'adresse qu'on peut l'attendre. Par contre, quand on regarde un petit peu plus avancé, c'est-à-dire le contenu des matchs, ce qu'elle fait, ce qu'elle obtient, bah, c'est déjà la meilleure joueuse de Dallas, quoi. Et il n'y a même pas photo. Alors qu'à Dallas, il y a quand même une multiple All-Star, on va peut-être en parler tout à l'heure, une fille qui a fait des All-WNBA Team, et c'est déjà la meilleure joueuse. Où moi, je suis un peu déçu, c'est sur l'adresse, parce que, en fait, elle obtient ses tirs, elle les trouve, elle les crée, et elle les met pas. Et ce qui est paradoxal, c'est que elle a mis des tirs hyper compliqués, des fois où elle était doublée, et des tirs grands ouverts qu'elle se crée, elle les rentre pas. Donc ça, et c'est des tirs qu'elle a mis 1 milliard de fois dans sa vie. Donc je pense qu'il y a un effet loop là-dessus. Par contre, sur la production stat, bah, elle fait déjà une meilleure saison que Chelsea Gray, en fait. Et elle est rookie, tu vois. Elle est à 13 points, elle est à plus de 6 passes, presque 5 rebonds, presque 2 interceptions. Enfin, tu vois. L'adresse, c'est 34% au global, 33% à 3 points. Et je ne veux pas sembler obsédé à l'idée de comparer Paige et Caitlin Clark, mais il faut rappeler que l'année dernière, Caitlin, elle commence aussi assez doucement au niveau de l'adresse, au niveau du bilan collectif. Elles ont perdu 8 de leurs 9 matchs, le Fever l'année dernière. Et on se disait, au même titre que Paige, c'est un peu difficile au niveau de l'adresse, au niveau de la fatigue aussi, parce qu'elles ont enchaîné avec de longues saisons universitaires, une énorme hype médiatique qui n'est pas simple à gérer. C'est un peu, quelque part, il y a un peu ce contexte-là à gérer, je trouve, aussi pour Paige. Et comme on avait nuancé pour Caitlin l'année dernière, il faut le nuancer aussi. Et après, pour le fait que ce soit déjà la meilleure joueuse, c'est aussi lié aux difficultés que tu évoquais d'Arike Ogunbowale qui a du mal à se mettre dedans quand même cette saison. C'est horrible, c'est horrible. Elle trouve pas vraiment bien son positionnement dans le jeu. Je sais pas, ça peut venir aussi du coaching staff, hein, c'est l'utilisation, l'articulation du backcourt. Mais elle est pas en confiance, elle a pas la même attitude confiante qu'elle a d'habitude. C'est quand même la joueuse qui se pose le moins de questions normalement pour le scoring dans toute la WNBA quasiment. Et pour l'instant, je ne sais pas si c'est un souci d'ordre individuel chez elle, où elle cherche un peu à se positionner et qu'elle a du mal, ou si c'est le backcourt qui manque d'alchimie pour l'instant. Ça peut être un peu des deux. Ouais, alors moi je vais tempérer sur le coaching parce que je sais que tout le monde tape sur le coaching staff là. Et j'avais fait une analyse de jeu, pareil en pré-saison. Hier, le match est pas bon. Ok, contre le Dream, elles n'ont pas fait un bon match. C'est le seul match où même Paige, elle est pas bien hier. Et d'ailleurs, elle joue moins et elle a trop joué, je pense, sur les premiers matchs. Elle a joué 36 minutes par match. C'est trop. Surtout après une saison NCAA, on en a déjà parlé de ça, la fatigue. Par contre, les 3 premiers matchs, elle joue 2 fois Minnesota et Seattle, les meilleures défenses de la ligue. Et contre Minnesota, le deuxième, elle perd de 4 points. Et contre Seattle, elle le perd de 7 points. Elles sont dans les matchs. Et même hier, qui a un match mauvais, vraiment mauvais, elles sont pas loin, en fait. Elles reviennent à 5 points à 5 minutes de la fin. Elles sont en contact des matchs. Après, il y a quelque chose. Et donc, pour moi, le coaching, il va bien. Ce que je vois tactiquement, ça tourne. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut que des joueuses mettent des tirs. Arike Ogunbowale, elle est à 20 points de moyenne en carrière. Là, elle est à 12 points. Elle est à 28% au tir et 21% à 3 points.
Je veux dire, à un moment, c'est un contrat super max. Il y a des joueurs dans cette équipe qui ont des contrats max. Dijon Carrington est pas bonne du tout. Maïcha Salen est pas bonne du tout. Je veux dire, les vétérans, au bout d'un moment, alors oui, Paige n'est pas incroyable sur l'adresse, mais c'est pas normal que ça soit déjà la meilleure joueuse de l'équipe, en fait. Elle devrait être soutenue par les autres. Et entre guillemets, les 3 joueuses qui font un bon début de saison aux Wings, c'est Maddie Sigrist, Paige Bakers et Nalissa Smith. Ouais, les jeunes, entre guillemets. Enfin, Nalissa voilà. Smith, c'est sa par 3e contre, saison. Mais ouais. Par contre, honnêtement, bon, même si c'était mieux hier, mais où est Tira McCowan? Où est Arike Ogunbowale? Où est Dijon Carrington? Où est Maïcha Salen? C'est les 4 gros contrats de l'équipe. Et donc, faut être très clair, hein. Les Wings ne joueront rien si Arike Ogunbowale n'est pas à son niveau classique. L'équipe, elle est construite principalement sur ce backcourt. Donc, il faut que ce backcourt soit performant. Et honnêtement, je pense qu'il y a sans doute une question de rôle pour Arike, c'est-à-dire essayer de moins porter la balle, faut qu'elle comprenne aussi qu'à un moment, que la balle, elle doit être dans les mains de Paige. Et voilà, il y a sans doute aussi un peu d'adaptation, mais moi je trouve qu'il faut surtout qu'elle refuse pas de tir. Il y a plein de moments où elle refuse des tirs. Et alors qu'en plus, enfin, on la connaît, quoi. C'est pas vraiment dans son ADN, quoi. Donc je sais pas comment elle est. Est-ce que l'arrivée de Paige, ça joue, tu vois? Parce que forcément, elle doit s'en rendre compte, quoi. Tu vois que c'est peut-être plus la tête du projet, quoi. Après, elle avait l'air tellement enthousiaste quand Ouais, moi j'y crois ce duo, drafté. quoi. Moi j'y crois ce duo. Il n'y a aucune raison que ce duo ne fonctionne pas. Aucune. Après, c'est un démarrage. Le démarrage est poussif, mais peut-être que. Et elles ont joué des bonnes équipes quand même. Tu vois, Oui. elles ont joué deux fois Minnesota. Donc ça, déjà, voilà, c'est fait quand même. Je veux dire, c'est la meilleure équipe de la ligue. Elles ont joué Seattle, qui est une des meilleures défenses de la ligue. Et hier, elles joué Atlanta, qui est une équipe playoffable. Tu vois, elles n'ont pas joué encore. Moi, j'avais mis Dallas 10e tu vois, dans mes previews. Je pense que c'est une équipe de loterie. Pour cette année, en tout cas. Le but, c'est de développer autour de Paige, voir comment elle s'adapte, etc. C'est une équipe de loterie. C'est pas une équipe qui va, elles peuvent peut-être accrocher les playoffs si et toutefois il y a des circonstances. Mais quand elles vont jouer Connecticut, quand elles vont jouer Chicago, quand elles vont jouer, je pense que c'est une équipe qui va gagner des matchs, quoi. Tu vois, j'ai pas trop de doute. Là, il y a aussi l'effet calendrier, quoi. Ouais, donc voilà, faut tempérer. Mais bon, par contre, moi, je suis quand même très rassuré sur ce que je vois de Paige Bakers, quoi. Parce que tous les choix de jeu sont bons. Elle est déjà top 5 à la passe de la ligue. Tu vois, enfin, et je ne serais pas étonné qu'en fin d'année, elle soit déjà top 5 de la ligue, tu vois, à la passe. Ouais. Donc, elle crée déjà beaucoup de jeux. Elle représente, j'ai regardé ce matin, tu vois, elle représente 40% des points de l'équipe. Elle assiste ou elle marque 40% des points de l'équipe. Ouais, c'est déjà beaucoup. Et donc voilà, patience un peu, quoi. Voilà, c'est ça. On peut quand même espérer que les Wings trouvent un certain rythme. Je rappelle encore, le Fever a joué le premier tour des playoffs l'année dernière en perdant 8 de ses 9 premiers matchs avec les questions autour des joueuses et de machin. Donc ça peut revenir. Et tu te rappelles, je te l'ai envoyé, j'ai fait le bilan des premiers matchs de Caitlin et de premiers matchs de Paige. Et là, la similitude statistique et de production offensive, défensive, enfin offensive surtout, elle est similaire en fait. Mais c'est presque du 0-1, voilà, du 0-1 près, quoi. C'est assez dingue. Donc, je pense un peu de patience, ça va venir, ça va se mettre en place. Et voilà, faut pas crier au loup et crier tout de suite, et ça va bien se passer, je pense. Je pense aussi, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des premiers enseignements. Ça ne veut pas dire que ça va se répéter jusqu'à la fin de la saison. Et cette équipe va forcément à un moment progresser, on l'espère, avec tout ce que tu as dit sur les individualités qui sont pas encore là, les vétérans. Je pense que ça va. C'est ça surtout, hein, c'est ça surtout. Il faut qu'elle monte le curseur, hein, les vétérans, clairement, quoi. Petit point sur les Françaises et les Belges de cette ligue en WNBA. Cette année, on est vraiment servi. On a du monde qui est là des deux côtés. On peut commencer par la Belgique. On a eu le retour de Julie Allemand. Un peu, presque surprise, peut-être que je ne m'étais pas assez renseigné sur la question, mais après son opération d'il n'y a pas si longtemps, elle est revenue avec les Sparks. Elle a joué 2 matchs, un match ou deux. Ouais, 2 matchs. Bon, très peu de temps de jeu pour le moment. Elle doit être un peu en minutes limitées, je pense. Donc, on n'a pas vu Julie beaucoup sur le terrain, mais ça fait déjà plaisir de la voir. Et puis ça permet aussi, elle n'a pas encore donné de décision, mais en tout cas, elle sera apte pour faire l'Euro si elle décide de venir.
Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, quoi. Donc on va lui laisser un peu de temps. Moi, je milite pour que dans quelques temps, quand elle sera revenue à 100%, qu'elle soit titulaire. Oui. Je comprends pas la titularisation d'Odyssey Sims à côté de Kelsey Plum, personnellement, en 2025. Ça me frustre énormément, quoi. Pas d'apport offensif et jouer défensivement tout le temps, quoi. Donc, bref. En tout cas, toutes les ligues de basket du monde se portent mieux, toutes les compétitions se portent mieux quand Julie Allemand est sur le terrain. Voilà. Ouais, non, mais ça va le faire, quoi. Voilà. Là, c'est juste que l'échantillon est petit et qu'elle a pas de temps de jeu pour le moment du fait de retour de blessure, quoi. Ça va revenir. Il y a l'autre Julie Vandlo. Petite scène marrante, tu as dû voir ça lors du match contre les Sparks. Ouais, avec KD. Contre les Sparks, ouais, avec Kevin Durant, qui est son joueur préféré. On avait vu elle en avait parlé pendant les JO, c'est son idole de basket. Et là, il y a eu une interaction au bord du terrain. Une petite embrassade, une petite discussion. C'était un chouette moment. Et Julie Vandlo, elle a du temps de jeu sur les 3 premiers matchs des Valkyries. Pas beaucoup d'adresses sur les 2 derniers. Non, elle met pas de tir, c'est clair. C'est pas ça qui va l'arrêter, rassurez-vous. Julie Vandlo, elle sait très bien ce qu'elle est capable de faire, et si sur un match, 2 matchs, 3 matchs, l'adresse n'est pas là, ça va pas l'empêcher de tirer, ça va pas l'empêcher d'avoir son style spectaculaire. Elle avait mis 14 points, je crois, dans le premier match, donc ça peut revenir, ça va revenir. Donc Julie Vandlo, voilà, qui a son temps de jeu du côté des Valkyries. Toujours du côté des Valkyries, une joueuse qui, elle, ne sera pas à l'Euro pour la Belgique, Kira Linskens, qui pour l'instant a un temps de jeu un peu limité, on va dire, et des opportunités limitées avec les Valkyries. Ça va peut-être changer après. Si tu as un truc à dire sur les 3 Belges en question, n'hésite pas. Non, Julie Vandlo, bon, c'est vrai que pour le moment, elle shoot à 26% au tir, 22% à 3 points. Forcément, elle met rien. D'ailleurs, globalement, toutes les guards de la WNBA sont en difficulté au tir. Ryan Howard met pas dedans. Sabrina met pas trop dedans non plus. Il y a beaucoup de joueuses en fait qui pour le moment sont pas vraiment. Alors l'échantillon, encore une fois, il est tout petit, donc c'est pour ça que ça veut pas te dire grand chose. Mais voilà, il n'y a pas une adresse de fou chez les extérieurs en WNBA sur la première semaine, quoi. C'est un peu particulier, quoi. Donc ça va rentrer dans l'ordre, je pense. Et puis puis Kiki, ouais, on la voit pas beaucoup. Je pense qu'elle aura plus d'opportunités à terme là. Moi, je m'attendais à ce qu'elle joue un peu plus. Bon, voilà. Peut-être que c'est un peu défensivement que ça fait un peu peur à Nathalie Nakassé. Puis le style de jeu est quand même très très rapide. Elle met beaucoup de courses dans le jeu. Alors peut-être que voilà un peu de manque de mobilité des fois sur les courses de Kira Linskens se joue aussi, mais bon voilà, mais elle joue peu, donc globalement on peut pas en dire grand chose, quoi. Il y a 2 coéquipières françaises pour le coup de Kira Linskens Valkyrie qui se sont plutôt distinguées ces derniers jours. Carla Leight et Janelle Salin, 2 cas différents, deux joueuses, 2 internationales françaises, l'une qui ne fera pas l'Euro, Carla Leight, l'autre qui devrait qui va rejoindre le groupe après. On peut commencer par Carla Leight qui est rookie, qui a fait parler d'elle quand même avec une très belle prestation lors du dernier match contre Los Angeles, avec la victoire, une adresse un peu irrationnelle, tout rentrait. Il y avait ce qu'on aime chez Carla Leight, l'insouciance, la provocation, l'agressivité offensive. La réussite qui n'est pas toujours là pour l'instant, c'est normal dans d'autres matchs, mais qui l'a été là. Qu'est-ce que tu penses de ses premières apparitions ? Il faut préciser quand même que si elle a plus joué sur les 2 derniers, c'est parce que Tiffany Hayes s'est cassé le nez et que du coup les opportunités de temps de jeu sont arrivées et qu'elle les a saisies. Ouais, c'est bien pour Carla. Encore une fois, il faut être patient. 19 ans, enfin pas 19, 20 ans là du coup, puisqu'elle est draftée l'année dernière, mais voilà, elle est toute jeune. Elle n'a pas un vécu énorme non plus dans les grandes compétitions européennes. Elle joue très peu avec l'équipe de France. Cette année, elle a fait un tout petit peu d'Euroleague, mais voilà, ça n'a pas été très loin. Elle découvre tout ça. Donc voilà, il y a eu un très bon match. Il y a eu 2 premiers matchs un peu délicats quand même, faut le dire. En termes d'adresse et même de balles perdues, défensif aussi. Là, elle a eu un très bon match contre les Sparks. Elle a parfaitement exploité, notamment ce qu'on discutait tout à l'heure de jouer Odyssey Sims, qui manquait de mobilité et d'attaque. Elle a mis beaucoup de rythme, c'est très bien. Elle a rentré des tirs aussi, des fois un peu irréels. Voilà, il y a des tirs avec contact, avec la planche de face qui rentrent. Bon, voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Mais c'est intéressant. Moi, ce que j'attends surtout de Carla et ce que j'aimerais bien voir, et je l'ai vu un peu plus sur les 2 derniers matchs, c'est de voir un petit peu plus de jeu sans ballon.
parce que c'est une joueuse qui est très ball dominante quand elle est en France, parce qu'elle joue beaucoup de pick and roll, etc. Et je pense qu'elle ne pourra pas avoir ce volume-là en WNBA, tout simplement parce que ce genre de volume, c'est réservé à l'élite, quoi. C'est réservé à Kathleen, à Sabrina, enfin, tu vois, à des joueuses qui sont vraiment hors normes. Et je pense qu'elle a un intérêt, c'est de trouver plutôt un rôle de créatrice secondaire et de jouer un peu plus sans le ballon. Et je l'ai vu un peu plus le faire, un peu moins dans le dernier match, mais dans le match d'avant. Et ça c'est intéressant. Je pense qu'il faut qu'elle travaille ça et puis qu'elle aussi travaille un peu plus sa défense parce que pour pas être trop ciblée. Là, elle a fait un très bon match, c'est super. Euh, Après, voilà, encore une fois, il faut être patient. Voilà, faut laisser du temps, du développement, voir un petit peu aussi parce que bon, les Valkyries, c'est pareil, ils n'ont pas eu le calendrier le plus difficile pour commencer la saison. Hein. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner là. Je crois que le Golden State enchaîne 2 fois New York, 1 fois Vegas, 1 fois Indiana, 1 fois Phoenix. Donc on en saura plus si tu veux sur les performances. Voilà, après. C'est bien, c'est des beaux matchs à jouer. Mais c'est des beaux matchs. C'est des beaux matchs. Voilà. Pour Carla spécifiquement, elle va se frotter à l'élite mondiale. Moi, avec toutes les réserves qu'on peut avoir, c'est. Mais c'est pas des réserves. Non, pas des réserves. C'est pas des réserves. C'est juste tempéré. C'est comme quand on parle de Dominique Malonga, c'est pareil. Voilà, c'est des joueuses très jeunes qui n'ont pas beaucoup de vécu. Donc c'est normal et qui ont du talent. Donc c'est normal que sur un match, elles fassent des flashs parce qu'elles ont le talent pour. Par contre, sur la régularité, je pense que tu vois, dans ce match-là, elle a shooté à 100%. Enfin, elle a mis tous ses 3 points. Et puis pourtant, elle est, je sais plus, à 27% à 3 points depuis le début de la saison. Donc, tu vois, la norme, elle est entre les deux, quoi. Elle est pas. En tout cas, c'est pour ça, quoi. Elle a vraiment l'air de profiter de l'expérience. Il y a la fraîcheur. Ouais, c'est super. Que ce soit dans le jeu, en dehors, il y a la fraîcheur, le coup, les interactions. Enfin, les trucs non, mais c'est super pour elle. Avec Janelle Salin qui fait l'interprète. Enfin, elle a l'air de kiffer l'expérience et ça, c'était quand même le but aussi. C'est pour ça qu'elle est venue. C'est pour ça aussi qu'elle va pas aller à l'Euro. Je pense que c'est pour vraiment montrer à l'équipe qu'elle est déterminée à rester. Et voilà, il y a ce côté-là. C'est déjà quelque chose qu'on voyait quand elle jouait en France. Et quelque chose qu'elle pourra apporter aussi à la sélection après, ce profil un peu insouciant, un peu pétard ambulant offensif quand elle a les opportunités. Donc voilà, pourvu que ça dure, et c'est super qu'elle puisse jouer aussi contre l'élite mondiale même, hein, parce que New York et compagnie, c'est clair, hein. C'est l'élite mondiale. Là, elle avait Kelsey Plum en face d'elle quand même, tu vois, sur le dernier match là quand même. Donc ça va quand même. C'est assez génial. Et pour parler de Janelle ensuite, qui pour le coup elle a l'habitude de jouer contre l'élite européenne et un peu mondiale, forcément avec l'équipe de France quand elle mais même en overseas, hein, tu vois, l'année dernière, elle jouait la finale de Euroleague contre Nafisa Collier. Hein. Ouais. Elle a l'habitude des grands rendez-vous et à peine arrivée, c'est incroyable à quel point, bon, elle est titulaire tout de suite. Et je vais reprendre ce que tu me disais avant qu'on commence. Tu m'as dit, je pense que c'est peut-être la meilleure ailière d'Europe actuellement. Et elle est arrivée, elle fait 2 copies très propres. La dernière, celle où sur le match où Carla aussi fait son bon match, fait 18 points, 8 rebonds. En plus du rôle de traductrice, il n'y a rien que Janelle Salin ne sache pas faire. Elle est rayonnante. Il n'y a que 2 matchs, mais on a déjà l'impression que c'est pas déjà la meilleure joueuse de l'équipe, quoi. Ouais, de toute façon, moi je l'avais dit, hein, elle va arriver, elle va être titulaire. En plus, dans le jeu de Nathalie Nakassé, avec beaucoup de drive and kick, beaucoup de tirs à 3 points, beaucoup de vitesse, ça se prêtait super bien. Et je sais que là, elle va être rookie, forcément, comme Léonie Fibic l'année dernière, parce que c'est sa première année. Mais c'est tout sauf une rookie, c'est une joueuse expérimentée, Janelle Salin. C'est une joueuse qui a joué, qui a joué l'Euroleague l'année dernière, qui a été en finale de l'Euroleague, qui a joué encore cette année avec Skio. C'est la meilleure joueuse de Skio. Elle est MVP du championnat italien. Je veux dire. Elle va signer à Prague, d'ailleurs. Elle a signé à Prague. Ouais, voilà. Pour moi, elle est dans le top 3 des meilleures ailières européennes, sans problème. Et moi, j'avais aucun doute. Et ce qu'on voit de Janelle sur le terrain, c'est sa création de tir, c'est son step back, la défense. Si Kelsey Plum a été horrible au tir tout le match, sur le dernier match, là, c'est qu'elle s'est mise sur son cas et là, détruit. Parce que c'est un profil hyper athlétique, long, grand, mobile. Ça va le faire pour la WNBA. Moi, je vous l'annonce tout de suite. Hein. Elle va être en All-Rookie Team. Hein. Et elle va être dans le débat du Roy. Même si pour moi, c'est pas une Roy, parce que c'est une joueuse professionnelle depuis des années. Mais elle va être dans le débat. Ça va être une joueuse très forte. C'est évident. Et d'ailleurs, je ne comprends pas, et j'en avais parlé dans les previews,
pourquoi de nombreuses équipes compétitives n'ont pas été la chercher sur leur banc. C'est un contrat minimum. Elle ferait tellement de bien à Vegas qu'il n'y a pas de banc. Ouais. Mais pourquoi Vegas ne va pas chercher une joueuse comme ça? Parce que c'est... Il y a toujours des Enfin, limites il y a visiblement toujours des limites sur la connaissance des ouais, joueuses non, en Europe et, mais et des scouts. Voilà, je pense qu'il y a un peu de tu ça. vois, New York le fait, Minnesota l'a fait aussi, hein, tu vois. Parce que c'est presque. Après, c'est bien parce qu'elle va avoir du temps de jeu, tu vois, des responsabilités, donc on va l'avoir beaucoup. Mais c'est presque dommage pour elle de jouer dans une équipe comme Golden State, quoi. Après, Moi, je. ça peut aller vite. Le projet peut accélérer vite. Tu vois, les gens voient qu'il y a, enfin, la franchise, il y a du monde qui vient. Ouais. Tu vois, en 2-3 ans, ça peut vite. Ah oui, oui, non, mais Voilà. je parle pour cette année, Ah moi, oui, tu vois, oui, là, ouais. pour cette année. Mm. Parce que, encore une fois, hein, elles ont gagné 2 matchs, mais attention au calendrier, et parce que c'est une équipe, quand même, qui souffre offensivement, hein, dans la production offensive. Il n'y a pas vraiment de grande créatrice de jeu. Donc, je pense que quand ça va jouer les autres équipes, ça va un peu taper dans le mur. Mais bon, mais voilà, c'est juste un peu dommage de l'avoir. Enfin, moi, je préférerais l'avoir, tu vois, dans une équipe très compétitive, parce que forcément, ça va être Ce très, sera, très bien et très fort, quoi. C'est sûr. ce sera le cas à un moment, hein, à mon avis. Ça va pas, Oui, oui, je pense, ouais. Elle ça sera, passera pas inaperçu. elle sera certainement courtisée, oui, tout à fait, ouais, Ouais. à l'avenir. Il y a d'autres joueuses françaises qui sont aussi en action avec plus ou moins de temps de jeu. Là, on va parler de deux joueuses qui jouent moins. Mariam Badian, forcément, tu joues dans une équipe qui cartonne comme le fait Minnesota, c'est peut-être plus compliqué. Elle a 4 minutes de moyenne, pas beaucoup d'opportunités, mais c'est un peu ce qui est. Voilà, c'est logique, elle aura peut-être un moment d'autres opportunités. Elle aussi rejoindra l'équipe de France avant l'Euro. Rien de très surprenant pour Mariam, on est d'accord. Les lignes tournent No- bien, c'est difficile de bousculer la Ouais, rotation. bah, on en avait parlé, enfin, c'est la dernière rotation intérieure, en fait, de l'équipe. Mm. Et puis, elle a eu un peu de temps de jeu au début de saison, puis elle a fait beaucoup de fautes tout de suite, en fait. Mm. Parce que là, elle est sur 4 minutes de temps de jeu et presque 3 fautes de moyenne. Donc, c'est quand même pour dire que. Ouais. Mais parce que, on le sait, hein, défensivement, c'était un peu. C'était un. Offensivement, moi, j'ai aucun doute. C'est une joueuse qui peut apporter des points, surtout dans cette équipe. Défensivement, on sait que c'est quand même plus compliqué et elle joue face à des monstres physiques et athlétiques et elle prend souvent beaucoup de fautes. Donc voilà, mais bon, mais c'est très compliqué de la juger. Encore une fois, on va pas juger des joueuses qui jouent 3 minutes sur le Non. terrain. Ça, faut juste expliquer le contexte pourquoi elles sont à 3 ou 4 minutes. Et c'est pas parce qu'elles font des mauvaises stats. Parce que des fois, je lis des articles comme ça en disant ah ouais, elle a été mauvaise. Bah ouais, mais elle a 3 minutes de temps de jeu. Je le lisais sur Lou Lopez Sénéchal l'année dernière. Ah oui, elle est mauvaise. Bah oui, mais elle joue 2 minutes. Donc Ouais. forcément, on peut pas juger sa production statistique sur 2 minutes de temps de jeu. Bon, et puis Après, je doute pas qu'elle en aura un peu, tu vois, non, et puis c'est quand même par bon. moment, quoi. C'est plus facile de se dire j'ai 3-4 minutes de temps de jeu dans une équipe qui caracole en tête de la ligue, qui joue Bah aussi ouais. bien. Je pense que dans tous les cas, l'expérience est cool et jouer dans cette équipe-là, ça doit être. Elle nous le dira elle-même, hein, je pense, mais ça doit être. Voilà. Même si elle espérerait jouer plus, je pense que c'est quand même c'est Mais un régal de jouer dans cette équipe, quand même. Mais pour Mariam qui a 30 ans, elle n'est pas là dans une équipe à être en reconstruction, c'est Non, pas bien son sûr. intérêt. Mm. Elle est plus intéressante dans une équipe compétitive comme ça, même si elle joue peu. Comme Olivia Epoupa, te rappelles, l'année dernière, Ouais. tu l'avais eu d'ailleurs en interview, Mm. elle t'avait dit que l'expérience avait été super, même si elle jouait peu, mais elle était contente de l'expérience. Bien sûr. Parce que bah, tu joues dans une équipe compétitive et puis tu as l'impression d'importer, même si tu apportes peu, à cet âge-là, tu n'es pas dans un mode de développement, quoi. Bon. Ouais. L'autre, Puis ouais, l'autre la intérieur qui dernière, ne joue pas beaucoup, alors là c'est putain. peut-être moins facile à accepter, bon, et encore, Dominique Malonga qui a un faible temps de jeu du côté du Storm, qui donc elle non plus ne fera pas l'Eurobasket, qui va rester avec Seattle pendant la compétition. On avait envisagé ce scénario où elle aurait peu de temps de jeu parce qu'il y a du monde à mettre devant, des joueuses expérimentées, parce que Noël Quinn n'est pas nécessairement une coach de développement de jeunes joueuses, elle n'est pas particulièrement fan. Donc pour l'instant, c'est un peu frustrant pour Dominique, assez clairement. Est-ce que ça va bouger? Qu'est-ce que tu penses de la situation à Seattle pour elle? Nous, on a été les premiers à lever les boucliers, hein, tout de suite en disant attention, vous emballez pas. Mm. Il y a 3 axes pour Dominique. Elle arrive dans une équipe où il y a 3 joueuses majeures devant elle. Parce que je mets Liu Eru. Hein. Aujourd'hui, Liu Eru est une meilleure joueuse que de. C'est une Mais internationale oui, mais respectée. oui, oui, oui. Je dis pas qu'elle va être meilleure dans 5 ans, hein, Mm. mais elle est meilleure. Et puis, il y a Izzy McBegor et Nika Ogumike qui ont besoin de temps de jeu. Et donc ça, c'est la première raison.
Et ça, on l'avait dit. Et quand tous les gens nous ont dit, oh, mais elles peuvent jouer tous les trois ensemble. Bah non, elles peuvent pas jouer toutes les trois ensemble. C'est pas viable défensivement, c'est pas viable offensivement. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est parce que effectivement, Noel Quinn utilise peu son banc, mais là-dessus, je vais la défendre. Seattle est une équipe compétitive. Ils vont pas donner 25 minutes de temps de jeu à une joueuse pour la développer. Seattle n'est pas là pour ça. Donc là, certes, elle utilise peu son banc. Je pense qu'elle pourrait quand même avoir plutôt 10 minutes que 5 minutes, tu vois. Hein. Ça, je suis OK. Par contre, elle n'aura pas plus d'opportunités parce que Seattle est une bonne équipe. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'aurais préféré qu'elle tombe dans une Bien équipe sûr. en reconstruction. C'est ce qu'on s'était dit, ouais. Et la troisième raison, et ça, nous, on l'a quand même aussi beaucoup répété, mais parce qu'on la voit jouer, et depuis longtemps, c'est que pour le moment, elle n'est pas prête. Si elle était si prête que ça, Noel Quinn la mettrait sur le terrain. Je veux dire, à un moment, c'est normal, à 19 ans, il y a plein de choses qu'elle ne fait pas encore. Oui, le potentiel est démentiel, mais il y a beaucoup de manques défensifs. Voilà, donc c'est logique ce qui se passe. Alors, je pense quand même qu'il faudrait qu'elle ait 10 minutes et pas 5. Voilà. Ça, c'est un problème de Noel Quinn, par contre. Je pense qu'elle peut lui trouver 10 minutes de temps de jeu. Par contre, imaginez qu'elle en ait 25-30, mais ça n'arrivera pas en fait. Faudra voir Sauf, si, sauf deux blessures, quoi, tu vois, oui. voilà, mais autrement, ça n'arrivera pas, quoi. Faudra voir sur des matchs peut-être où Seattle arrivera à plier la rencontre avant la fin. Si au moins elle a du garbage, Ouais, si au moins elle a du mais, garbage, mais, ce sera mais, mais déjà. c'est ce qui s'est passé au premier match, tu vois, parce qu'elle a 5 minutes de temps de jeu, en fait, au final, parce qu'elle a joué 10 sur le premier, parce qu'il y avait 25 points d'écart contre Phoenix, quoi, tu vois. Ouais. Et si elle n'avait pas, s'il n'y avait pas eu le blowout, elle en aurait plutôt 2 des minutes, tu vois. Donc, mais encore une fois, et Noel Quinn l'a déclaré en conférence de presse après un des matchs, je sais plus si c'est le dernier ou celui-là d'avant, en disant, bah ouais, je fais jouer mes vétérans, moi je veux gagner des matchs, quoi. Ouais. Et ça là-dessus, tu vois, autant moi je peux être critique sur des fois sa façon de coacher, mais là je comprends, quoi. Après, je pense quand même qu'elle doit lever un peu le curseur, tu vois. Il y a une différence entre 2 Mais minutes ça, voilà, et 10 minutes, quoi. ça va Et je peut-être pense que évoluer. ça va arriver. Ouais. Ça va arriver. Par contre, elle aura pas plus, enfin moi je la vois pas jouer plus de 10 minutes de temps de jeu sur la saison, quoi. Et à nouveau, c'est pas dramatique. De toute façon, Et c'est pas grave, elle doit c'est pas composer, grave. elle doit composer avec le fait d'avoir été C'est pas draftée par grave. une équipe qui vise. Alors, le titre, c'est peut-être compliqué, mais qui est pas loin de ça. Et dans tous les Qui cas, est compétitive en tout qui est cas. compétitive, tu prends de l'expérience quand même si elle est jeune. Et Elle oui, s'entraîne tous les jours avec Neka Ogumike, Zimak Begor. On le voilà. répète, si vous nous avez déjà écouté sur les previews, on l'a dit 15 fois. C'est déjà rien que ça, c'est une expérience qui est fantastique pour Dominique. Évidemment qu'on aimerait qu'elle joue plus. Et elle-même, ça se voit, c'est une fille qui est très très joviale. Mmh. Et on sent qu'elle est un petit peu sur la réserve quand on observe un peu les matchs du Storm. Bon, mais c'est pas grave, elle va apprendre. Quand elle aura les opportunités, c'est-à-dire sur des garbage time ou s'il y a une blessure ou une absence de l'une ou de l'autre, là effectivement Mais, faudra espérer qu'elle se mette mais en lumière. il faut le dire aussi, des joueuses qui arrivent à 19 ans qui ont du temps de jeu en WNBA, ça n'arrive Il y jamais. en a quasiment pas, Mais ça n'arrive. sauf dans les équipes qui tankent à mort et encore. Oui, voilà, ouais, mais et en plus, il y a vraiment jamais vraiment de Non, tanking, bien tu sûr. vois. Ouais. Et donc, du coup, ça n'arrive jamais, en fait. Mm. C'est pas la norme. Et c'est, encore une fois, normal. Voilà, ça va prendre du temps. Et c'est bien, l'année prochaine, on verra ce que Seattle fait. Peut-être qu'elles activeront un peu plus la reconstruction, vu l'âge des autres joueuses. Ouais. Et là, elle sera dans un mode où elle aura 25 minutes et elle pourra vraiment se développer. Cette année, qu'elle apprenne le rythme déjà aussi, qu'elle apprenne le rythme des voyages, de jouer 3 à 4 fois par semaine, tout ça, c'est important. Et je pense qu'elle est bien. Et par contre, dernière chose, je trouve que ce qui est top, c'est que la franchise, tu vois, la met quand même beaucoup en avant. On la voit beaucoup et ça, c'est bien. Tu sens que la franchise compte sur elle. Et ça, déjà, c'est un point où elle doit se rassurer avec ça, tu vois. Mm. Même si son temps de jeu est faible, au moins le fait qu'elle soit quand même, tu vois, très mise en avant, ça veut dire que la franchise compte sur elle et ça, elle doit le prendre, tu vois, comme du positif parce que c'est important. Et j'ai bien aimé le choix qu'elle fasse de rester Mm. de rester en WNBA pour montrer à sa franchise aussi que elle, ça l'intéresse, quoi. Donc patience et Dominique, c'est dans 2-3 ans qu'on va voir le phénomène exploser, quoi. Ouais. Donc, Dans le registre des phénomènes, dans un autre registre, Marine Johannes qui fait des débuts relativement discrets avec New York.
Bon, qu'est-ce que tu penses des premières apparitions de Marine? C'est là aussi dans une équipe très compétitive. Moi, pour l'instant, elle manque juste un petit peu de l'étincelle qu'elle apporte, qu'elle a toujours apporté à New Ouais, York mais quand elle a joué. C'est une équipe, tu l'as dit tout à l'heure, où parfois il y en a qui partagent moins le ballon, qui cherchent vampirise la plus à. balle. Voilà. Donc c'est pas toujours facile pour une joueuse comme Marine quand elle sort du banc. Pour l'instant, quand elle a pris ses tirs, il n'y a pas eu beaucoup d'adresses. À nouveau, aucune inquiétude. C'est pas une joueuse qui doute, c'est une joueuse qui, quand elle aura l'occasion de le faire, fera le spectacle en sortie de banc en étant efficace aussi. Je sais pas si elle a joué là, elle a fait deux ou trois, elle a fait 3 matchs. Hmm. Mais alors, ce qui est positif, c'est qu'elle a 18 minutes quand même Ouais, sur les 3 matchs. Donc 18 minutes, c'est bien. Dans cette équipe-là, quand il est profond, c'est bien. Après, le problème, c'est qu'on joue aucun play pour elle, quoi. c'est ça. Et notamment hier. Sur les 2 premiers matchs, Mm. elle a eu un peu de tir en transition. Ouais. Hier, elle a vraiment aucun tir, aucun play. Mais ça, c'est le problème, hein, de la hiérarchie, hein, c'est qu'il y a des joueuses très fortes et elles passent derrière, quoi. Donc, Bah, il y aura des matchs et des périodes où on la verra plus, oui, à oui, mon avis. oui, oui. Mais c'est pour ça aussi que l'arrivée de Tasha Claude, tu vois, si Tasha Claude n'était pas arrivée, et il faut pas se plaindre non plus, parce que Betnal Jalani est blessée, hein. Si Betnal Ouais. Jalani était là, je pense qu'elle aurait vraiment pas beaucoup de temps de jeu. Mm. Mais par contre, ce qui est très positif, et ça, je tenais à le saluer, et notamment même encore hier, c'est sa Ouais. défense. Elle fait des efforts, et ça, elle fait des efforts défensifs qu'on la voit très rarement faire en Europe. Bon, après, elle est dans un autre rôle, mais ça, par contre, j'adore. Parce que justement, je trouve que c'est la coéquipière parfaite, tu vois. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que elle n'a pas beaucoup de volume en attaque, qu'on lui donne pas grand-chose. Mais par contre, elle a passe du temps du terrain, elle défend. Et même hier, elle a défendu sur Kathleen. Et je l'ai vu empêcher, tu vois, des mains à main avec Alia Mm. Boston, de venir vraiment, voilà, Gêné contester en par son fait, si tu veux. activité, Ouais, ouais. voilà, contester. Et ça, je l'ai trouvé très bonne. Elle a fait 2 contres depuis le début de la saison. Euh, des choses qu'on voit quand même très peu chez Marine. Donc, Ouais. moi, je trouve que c'est positif. Et le fait qu'elle ait du temps de jeu, c'est qu'elle est responsabilisée quand même. Même si elle a pas beaucoup de play en attaque, ça veut dire que Sandy Brandello compte sur elle. Donc, je pense que le volume va augmenter et qu'elle aura des flashs de temps en temps. Ouais, Mais c'est bien, Marine. mais c'est pareil, enfin, la franchise compte sur elle, le coaching staff compte sur elle, Oui, ses coéquipières l'adorent, le public, c'est une fan favorite, enfin, tout le monde l'adore, donc il n'y a pas d'inquiétude. Là aussi, c'est le tout début de non, non. saison, il y aura des séquences où elle sera plus mise à contribution, à mon avis. Euh, il reste alors, Bria. du côté du Sun, voilà, on allait parler de Bria Hartley qui a fait son retour en WNBA, ça fait plaisir, 3 ans après sa dernière apparition. On sait qu'elle a connu des galères, des blessures, ça a été compliqué. Il y a toute la. Alors, on va pas forcément revenir dessus en détail, mais toute la fenêtre équipe de France qui a peut-être pas. Elle en a pas parlé, mais ça a peut-être pas été simple à gérer non plus. Hein, C'est sûr. où elle avait fait beaucoup pour l'équipe de France avec ce fameux tir contre la Belgique, notamment la campagne à laquelle elle a participé. Et derrière, bah, par la force des choses, avec l'éclosion de Gabby Williams et le règlement des naturalisés, tout ça, bah, malheureusement, on n'a plus revu Bria, qui en plus a été blessée. Blessure, hein, aussi, hein, Voilà, voilà, les blessures. tombé. En tout cas, ça fait super plaisir de la revoir avec le Sun. Alors, dans un environnement qu'elle connaît forcément, hein, le Connecticut, ça lui parle. Euh, et donc, Bria est revenue, a fait des bonnes apparitions, notamment cette entrée contre une équipe dont je ne me souviens plus, où elle met 11 points en sortie de banc C'est Washington. contre Washington. Et ça fait vraiment plaisir de revoir Bria, qui est l'autre française parmi les joueuses, parce qu'il y a Rachid Méziane aussi au coaching, Hmm. avec Leila Lacan qui n'a pas encore joué, elle, pour le coup. Ouais, bah, non, bah, Bria, c'est super. Franchement, c'est top. Ça fait plaisir de la revoir en bonne santé. Et on voit bien, en fait, dès qu'elle est. Bah, elle a eu quand même les 2 ligaments croisés, hein, opérés Ouais. en très peu de temps. Euh, Là, elle retrouve du rythme. Elle a fait comment, Unlimited, tu sais. Mhm. Et elle a fait une bonne saison. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle a eu la chance, un petit peu la chance du contrat. Et puis, bon, enfin, Rachid Méziane la connaît bien, hein. Il était assistant de l'équipe de France quand elle était Ouais. là. Donc, je pense qu'il y a eu aussi cette opportunité-là, Connecticut, tout ça. Il y a plein de choses qu'on sans doute jouer. Mais du coup, elle est performante. Elle met des 3 points. Elle crée. Bon, je pense qu'elle aura peut-être un peu moins de temps de jeu à terme parce que je pense que Connecticut va vite mettre les jeunes un peu plus en avant. Mhm. Mais c'est bien, en fait, de l'avoir. Et à mon avis, là, le but pour Bria, c'est de remontrer qu'elle peut jouer, qu'elle est apte physiquement. Et l'année prochaine, il y a une free agency. Il y a plein d'équipes que ça va intéresser, Bria Hartley, pour être sur un banc, tu vois, d'équipes compétitives. Dans le Sun, je vois pas trop l'intérêt si elles sont en reconstruction, mais au moins, ça permet de se montrer. Donc, c'est bien. Et puis, bah, pour Lélia Lacan, bah, forcément, elle est arrivée avec le titre de Basketland. Elle n'a pas encore joué. Donc là, on ne peut pas en dire grand-chose, mais bon, je pense qu'elle aura effectivement du temps de jeu. Euh, Peut-être un petit peu plus après l'Euro, parce que bon, là, voilà, elle va partir aussi en stage. Pas tout de suite, mais voilà, il va y avoir cette coupure-là.
Et puis pour Rachid Méziane, bah, c'est bien. Hein. Ouais. Franchement, ça va. Hein. J'aime bien le jeu que le Sun met en place. Je trouve qu'il responsabilise bien Sanaya Rivers, là, par exemple, pour le Ils moment. sont pas passés si loin de battre Minnesota, mine de rien. Il y a eu Ouais, le ouais, ouais, finish ils auraient pu. incroyable, Bah, mais c'est un beau tanking. C'est un beau tanking parce que ouais. franchement, le 23-2 de Minnesota dans les 5 dernières minutes, je pense que. Alors, je veux bien que Minnesota a appuyé. Je veux bien que Minnesota est une meilleure équipe. Mais bon, on m'enlèvera pas de l'idée. Tu sais, Washington faisait ça des fois aussi l'année Ouais, dernière. ouais. Était bon dans les 3 premiers cartons, puis le quatrième, tu comprenais plus rien. Donc, bon. Mais c'est bien, c'est intéressant et je trouve que le jeu est pas mal. Est pas mal et intéressant. Il y a des choses à dire. Je ferai sans doute des points un peu là-dessus, sur le coaching de Rachid dans l'année, quoi. Pareil sur Washington, on va peut-être pas s'étendre dessus. Il y aura d'autres des brunchs avec Flo notamment sur lesquels développer, mais le début de saison est pas inintéressant non plus avec des victoires qui étaient pas forcément attendues. Et en même temps, là, ça recommence à perdre, mais en développant les joueuses, il y a des performances presque surprenantes. Sonia est incroyable. Sonia Ouais, est super, Kiki Riafen fait des stats assez ouais, impressionnantes aussi. Enfin, moi personnellement, je m'attendais pas à ce qu'elle s'adapte aussi bien. ouais, C'est un contexte peut-être favorable, mais en tout cas, écoute, ouais, elle fait ses matchs. Hein. bah, elle est à droite pour le moment. En fait, c'est un peu l'inverse, tu vois, de ce qu'on disait de Paige l'autre fois, Ouais. c'est que en fait, elle a manqué d'adresse toute sa carrière et là, elle est sur une période où elle met des points. Bon, après, on va voir. Encore une fois, faut, euh, faut lisser tout ça. Mais c'est Mais moi, je intéressant suis pour les vraiment rookies. emballé sur Sonia, hein, par contre. Mais bon, c'est pas étonnant, en fait. Hein. Ouais. Et encore une fois, détendez-vous quand je lis que c'est des styles de draft. Hein, Sonia C'est Citron numéro 3. Ouais. et pick 3 de draft. Hein, c'est pas une style de draft. La style de draft, c'est plus Teina Pampan, par exemple. Ouais. Mais Qui est au pick titulaire dans ce début 18. de saison. On a, pareil, aujourd'hui, Et qui est très bonne. on parle pas beaucoup d'Atlanta, mais effectivement, on reviendra sans doute dessus. Mm. Teina Paopao qui fait un bon début comme starter du côté du Dream. Pour finir, Gis, je te propose petit coup de cœur, coup de gueule, comme ça en vrac. Au niveau des coups de gueule, on était assez d'accord sur le début de saison assez désastreux du Chicago Sky. Tu as même utilisé le terme de foutage de gueule. Je pense que c'est pas très loin de ça, avec Non, mais les ambitions qui étaient annoncées, des défaites, un style de jeu compliqué à comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas à Chicago? Non, mais on voit rien. En fait, c'est ça. Moi, ça me gêne pas. Elles ont joué New York et Indiana. Qu'elles perdent New York et Indiana, Chicago est une moins bonne équipe que New York et Indiana. Par contre, qu'elles prennent 30 Elles ont points dans pris les des roustes. matchs, Elles ont pris des roustes. voilà, qu'elles prennent 30 points. Tu vois, là, ce qu'on parlait des Wings tout à l'heure, les Wings sont dans tous les matchs. Ouais. Mais il n'y a aucune attitude, aucune révolte, euh, je veux dire, aucune envie dans les matchs. Alors déjà, ça, c'est le problème. Et dans le plan de jeu, il n'y a rien du tout. Ils ont tradé pour faire venir Ariel Atkins, qui est plutôt bonne au tir. On lui donne 5 tirs par match. On fait jouer Rachel Banham 25 minutes dans le match. Courtney Vandersloot prend une tonne de pull-up. Enfin, je ne comprends rien à cette équipe. Je ne sais pas ce que veut faire Tyler Marsh. Alors, c'est le début, hein. Mais on nous a beaucoup parlé qu'on allait, en pré-saison, d'aller mettre Angel au playmaking. On ne l'utilise pas du tout comme il faut. C'est un coach de développement qui, j'ai l'impression, fait pas de développement. Donc, je, je, alors, il n'y a que 2 matchs. Hein. Faut pas tirer sur l'ambulance. Moi, je pense toujours que cette équipe peut aller en playoff et qu'elle a un 5 pour aller en playoff. Mais je comprends pas pourquoi Rachel Banham joue 25 minutes et Kelly Van Leet joue pas beaucoup, alors que pourtant, sur les moments où elle joue, elle est plutôt très intéressante. Et c'est même plutôt même la meilleure meneuse de Chicago sur les 2 premiers matchs. Donc, il va falloir trouver de l'équilibre. Ça utilise pas assez les grandes. Enfin, quand je vois ce qu'a fait Teaspoon l'année dernière avec un J'allais effectif dire, 10 fois moins fort, j'allais te dire pourquoi au fait ils ont viré Teresa Weatherspoon, on sait toujours pas. Hein. C'est toujours incompatibilité d'humeur. et honnêtement, c'est pas pour taper sur les coachs. Tu sais, en plus que moi j'évite de faire Bien ça. sûr. Mais Tyler Marsh, il est perdu sur le banc. Il regarde ses chaussures, il a aucune révolte. T'as l'impression qu'il sait pas quoi faire. Enfin, tu vois, j'ai un peu de vécu là-dessus et ça se remarque en fait, ce genre de choses. Ouais. Et là, il a les yeux dans le vide. Je sais pas. Bon, je pense qu'il faut essayer de retravailler des choses, essayer de remettre en place. Alors, c'est jamais facile en saison WNBA parce que la saison est dense et donc, du coup, tu n'as pas forcément beaucoup le temps de travailler. Mais il va falloir quand même mettre des choses en place. C'est pas normal que Chicago soit à ce niveau-là. Et je rappelle que Minnesota a le swap de pick de Chicago l'année prochaine. Ouais. Donc, attention quand même, quoi.
Parce que si Cheryl Reeve nous prend Easy Fun encore, je vais être malade, hein, je te le dis tout de suite. Bon, bref, non, mais ça va se mettre en place, je pense. L'équipe est assez forte pour faire des résultats, mais là, elles peuvent pas ne rien produire comme ça et en plus n'être même pas dans le combat. C'est ça qui me gêne. Tu vois, à la limite, tu peux être moins bonne offensivement, mais tu peux pas rendre ces performances-là défensives. Personne défend. Kianer, c'est horrible. Kianer, Non, mais Kianer, c'est titulaire devant Rebecca Allen, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, en 2025, quoi, il faut qu'ils remettent des choses à plat, quoi. Il y a les joueuses pour faire quelque chose, hein, vraiment. Hein. Donc voilà, il faut remettre tout ça à plat et aller de l'avant, quoi. Mais c'est vrai que c'est ce qui est étonnant parce que Marsh à Las Vegas, il était assistant, mais il était en charge du développement des joueuses. En NBA, Ouais, mais c'est pas le même métier. Hein. C'est pas du tout le même métier. Mais et c'est là qu'on le voit, en fait. Pour revenir sur ce que tu disais sur l'axe développement, aux Raptors et aux Pacers, ils faisaient ça aussi. Donc si tu te dis, pour l'instant, on voit pas trop. On voit pas trop le développement, on voit pas trop les idées. Ça a l'air un peu... Alors c'est prématuré peut-être de dire qu'il est en difficulté, mais c'est qu'il n'y a que quelques matchs et il a largement le temps de renverser la situation. Oui, bien sûr. Non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est un peu étonnant. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de pré-saison ou de travail en marge de cette saison-là. Bon, j'espère qu'elles vont quand même se inverser la tendance, parce que c'est pas très rassurant pour l'instant. Mais c'est un point important, ça. Juste ça. Un coach de développement, c'est un coach qui fait travailler des skills offensifs, défensifs à des joueuses. C'est pas forcément un coach qui sait mettre en place une attaque et une défense. C'est pas du tout le même métier. Alors, il y en a qui le font très bien, qui arrivent à faire le step, qui ont de la compréhension, mais c'est aussi normal que ça prenne du temps. Et donc, le problème, c'est que je suis pas sûr que Chicago ait vraiment le luxe avec les moves qu'elles ont fait. Tu vois, elles seraient restées dans le mode développement, pas faire le trade d'Atkins et tout ça. Elles auraient eu le pick 3 cette année qui aurait été Sonia. Tu vois, j'aurais compris, tu vois, de prendre le temps. Là, le problème, c'est qu'elles ont échangé des pics, donc faut avancer, quoi. Tu vois, si elles font moins bien que l'année dernière avec une équipe meilleure, ça va être difficile à vendre, hein, quand même, hein, tu vois, à un moment. Hein, donc, bon, voilà, ça fait que 2 matchs. Elles ont joué que 2 matchs en plus, hein, donc on va les voir un peu plus enchaînés, mais attention quand même, parce que ça peut vite dégringoler, hein, quand même. Ouais. On finit sur un petit coup de cœur. Pour ma part, ça n'étonnera personne que l'équipe dans laquelle joue Alyssa Thomas me plaît plutôt pour le moment, à savoir le Phoenix. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout. Bon, il n'y a toujours pas de Calais à Copper, donc le Big 3 Big 3 évoqué, pour l'instant, on ne peut pas le voir. Par contre, le Big 2, Alyssa Thomas, Satou Sabali, c'est très intéressant. Et j'inclus dans ce coup de cœur le fait que Monique Akua-Makani, qu'on connaît bien en France, formée à Lasvel, qui était à Charnay la saison dernière, très très forte avec Charnay, qui signe à Bourges, comme tu me l'as appris tout à l'heure, qui va rejoindre Bourges pour la saison prochaine. Elle est titulaire, elle joue bien. Le Mercury joue plutôt pas mal. 3 matchs de victoire, une défaite contre Seattle, ce qui n'a rien de honteux. Surtout que ça s'est un peu joué dans le dernier quart-temps où Phoenix n'arrivait plus à mettre le moins de paniers. Ils ont fini avec 9 points dans le dernier quart-temps. Il y a une panne offensive à la fin. Voilà, panne offensive qui est aussi le témoignage de la bonne défense de Seattle. On l'a dit, c'est une équipe qui est quand même calibrée pour éteindre l'opposition de ce côté-là. Mais Phoenix, écoute, me plaît plutôt. J'étais pas sceptique, mais plutôt intrigué par ce que ça pourrait donner. Sans surprise, Alyssa Thomas, tout de suite, le moteur de l'équipe. Satou Sabali, qui est plutôt en jambes pour le moment. C'est une équipe assez plaisante à regarder, je trouve. Ah, ce duo, il tourne bien, c'était sûr. Et autour, c'est pas mal. Elles ont trouvé des rôles avec un peu de shooteuse. Monique fait... Et tu sais, on en avait parlé dans les previews. Je vous l'avais dit avec Flo que c'était pas impossible qu'elle soit titulaire. Ouais. Après, le seul problème que j'ai, moi, c'est encore une fois, alors, on va me tarir de faire de la détestation des vieux, enfin des vieilles en l'occurrence, enfin des vieilles, des joueuses âgées, mais Sammy Whitcomb à son âge, c'est plus possible, quoi. Titulaire, voilà, là ça a des limites, quoi. Elle a plein de tirs ouverts justement dans le match que tu parles là, et puis elle en met pas un. Bon, voilà, ça devient difficile en défense et tout. Mais Monique, c'est bien. Moi, je suis content de voir ce que fait Phoenix. Franchement, ça joue bien. Alyssa Thomas est au cœur du jeu, comme on s'en doutait. C'est la playmakeuse de l'équipe. Hein. Ouais. Et elle est partie sur des bases où, à minima, je pense que si elle continue comme ça, elle sera dans la première team de WNBA sans trop de difficultés. Donc, non, c'est plutôt intéressant, Phoenix, quand même. Ça devrait aller pour Alyssa. À confirmer, mais c'est intéressant. Et puis Monique, ouais, c'est bien. Ouais. Bonne joueuse, quoi. Peut-être un petit mot rapide. Alors, c'était pas vraiment un coup de gueule que tu voulais faire, mais plutôt un petit coup de scepticisme, on va dire. On va choisir cette appellation-là pour parler des Los Angeles Sparks,
qui ont un démarrage un peu compliqué dans ce qu'on voit sur le terrain, dans les individualités. Alors après, peut-être qu'il fallait juste pas s'attendre à des choses incroyables tant que Cameron Brink n'est pas là, tant que Ricky Jackson n'est pas. Ricky Jackson a manqué le dernier match, on est d'accord. Oui, oui. C'est pas simple pour l'instant pour les Sparks. C'est pas simple pour Kelsey Plum qui a fait un carton sur le premier match, mais qui est un peu à droite à gauche et dans tous les sens depuis. Hein, c'est compliqué pour elle. Ouais. Alors qu'est-ce qui, selon toi, explique ce démarrage compliqué pour les Sparks? En fait, pour moi, c'est les absences. Elles ont fait venir Kelsey Plum, mais encore une fois, elles n'ont pas Cameron Brink. Là, il y a Ricky Jackson qui n'a pas joué. Mm. Donc, bon, Ricky Jackson n'est pas une créatrice de jeu, mais c'est quand même une scoreuse. Ouais. Elle peut finir les actions, donc elle peut punir certains choix. Et le problème, c'est que ça repose trop sur Kelsey Plum. Joue trop de ballons, elle joue trop de minutes. Elle a fait un premier match qui fausse totalement ses stats et son adresse. Mais par contre, là, sur les derniers matchs, bah voilà, c'est compliqué. Et c'est pas contre la joueuse. La joueuse est très forte, mais moi, je suis inquiet quand même sur où va le projet. Après, on va voir avec le retour de Cameron, ça va forcément apporter. Et sur le dernier match, comme on l'a dit souvent l'année dernière, et je suis désolé, je vais le répéter, et c'est pas contre la joueuse, mais quand c'est des Harika MB qui est ta meilleure scoreuse et ta meilleure joueuse, bah, on l'a vu l'année dernière, ça gagne pas des matchs. Parce que c'est une joueuse qui a des compromis défensifs. Et moi, je la trouve intéressante en sortie de banc. Bah, c'était son rôle, c'était la 6e joueuse. Mais sur 15 minutes. Mais par contre, quand tu lui donnes 30, et là, Kelsey Plum, elle est trop défendue, et ça devient compliqué. Alors, on verra avec le retour de Cam. Je pense que les minutes de Julie Allemand vont donner un peu de bien aussi, tu vois. Mais le problème, c'est que tu prends du retard, en fait. Et moi, cette équipe, pour moi, elle doit jouer les playoffs. Vu les moves que tu as fait. Je les ai mis 8e, ouais. Donc je suis d'accord avec toi. Hein, le truc, c'est que l'année prochaine, Kelsey Plum est free agent. Si cette année, tu vas pas en playoff, est-ce qu'elle va rester, Kelsey Plum? Dans une équipe qui fait pas les playoffs. Ça va dépendre de ce qu'elle. Alors déjà, ça va dépendre du moment où Cameron Brink va revenir. Ça va dépendre de ce que montre l'équipe quand elle est sous son meilleur visage. Non, mais tu vois, avec Julie titulaire, Cameron Brink, pas de blessés. Si elle voit que le projet va dans le bon sens, qu'elle a toujours l'impression, à mon avis, c'est central d'être la pièce majeure offensive de l'équipe, parce que je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est contente d'être là. Peut-être que ouais, je l'imagine re-signer. Pour l'instant, c'est difficile parce que c'est sur le match contre les Valkyries. J'ai l'impression qu'elle a passé son temps par terre à voltiger, à chasser des ballons. C'était elle joue trop. Mais en fait, c'est pas contre la joueuse. Moi, j'adore la joueuse. La joueuse est forte. Hein. De toute façon, une joueuse qui te met 37 points dans un match, c'est pas une petite joueuse. Mais le truc, c'est que il y a pas d'aide autour, quoi. Il y a pas d'aide pour le moment autour d'elle. Donc, on va voir. Et je voudrais pas que ça prenne, parce que Cameron, tu vois, on parle de début juillet, hein, donc ça sera la moitié de la saison. Hein. Ouais. S'il y a trop de retard, ce sera compliqué de raccrocher le wagon du. Bon, bref, on verra, mais c'est pas un coup de gueule. En fait, elles sont pas responsables des absences, hein, tu vois ça. Mais par contre, moi, je pense qu'elles ont un peu de pression pour faire quelque chose quand même. C'est pas une équipe en reconstruction pour moi. Là, les Sparks, tu vois, c'est pas Dallas, c'est pas les Valkyries, c'est pas Connecticut, c'est pas dans ce range-là. C'est plus proche de Chicago pour moi, tu vois, en termes de. Bon, voilà quoi. On verra. Hein. On verra. On a fait un peu long, mais pour le premier. C'est normal. Bon, on reste autour de l'heure d'émission. Ouais. Pour un hebdo, ça va. C'est pas scandaleux. On n'avait pas fait la semaine dernière en plus, tu vois, donc ça permet de parler un peu des 2 semaines. Voilà. Il y a d'autres petits podcasts, émissions. Oui, on peut en parler quand même. Voilà, en ce moment, avec notre ami Greg du roster qui a son podcast W. Qui est très très bien. Qui est très très bien parce qu'en plus, j'aime beaucoup l'approche, le podcast curieux, j'aime bien, comme il l'a défini, où il découvre un peu la WNBA, il la suit maintenant avec assiduité, et puis c'est un regard très intéressant parce qu'il connaît évidemment très bien le basket. Et de toute façon, on le disait déjà à l'époque, on est très content de voir de plus en plus de monde traiter la WNBA, que ce soit sur les sites, les grands sites, hein, type Trash Talk, Basket USA, Basket Talk, enfin tout le monde en parle, et c'est super. Faut que ça continue comme ça, qu'il y ait de plus en plus d'émissions, de programmes. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez mentionner des émissions, des comptes que vous suivez. C'est un plaisir de voir qu'il y a cet intérêt. Ça nous rappelle quand il n'y avait pas grand monde dessus et qu'on était une toute petite poignée à suivre. Et ça fait plaisir de voir le chemin qui a été parcouru. Et c'est évidemment pas fini parce qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse. Voilà. Et deux petites choses aussi, il y a le petit podcast de The Playoff aussi, donc avec Tom, Elliott et Chris, hein, qu'on fait un coucou aussi, qui est intéressant à écouter, qui pareil, eux sont découvrent aussi un petit peu tout ça, mais c'est intéressant. Et puis il y a aussi un space Twitter qu'on fait tous les mercredis soirs avec les comptes de franchise. Ouais.
Voilà, en général, c'est pour revenir un peu sur la semaine, un peu comme on fait là, on parle un peu tactique, on échange avec tous les gens qui gèrent les comptes de franchise. Voilà, ça dure une petite heure le mercredi soir, en général autour de 19h30, donc ça peut être intéressant aussi si vous voulez un peu de contenu en français. Il y a quand même pas mal de contenu français qui s'ajoute là, Et donc ouais, c'est ça qui est on top. n'est plus tout seul, tu vois, c'est bien, c'est Ça fait cool. plaisir. Ça fait plaisir de voir la ligue grandir comme ça parce que ça montre aussi que du coup ça se développe, quoi. Donc c'est top, quoi. Voilà, Yes. pour un petit peu les coups de promo et de podcasts différents à écouter, quoi. Yes. Gis, bon dimanche. Qu'est-ce qu'il y a comme match qu'est-ce qu'on a comme match au programme pour ceux qui voudraient se Il pencher doit y sur en avoir ce soir, j'ai pas, ouais, on peut vérifier. Je les ai pas en tête. Je crois qu'il y en a un de bonne heure. Je regarde sur le Donc schedule. il y a un Connecticut Atlanta à 21h ce soir. Et après, il y a trois autres matchs à minuit qui sont Chicago Los Angeles, Washington Phoenix et un petit, je vous encourage, Las Vegas Seattle à minuit. Euh, si vous pouvez pousser jusque-là, ça vaut le coup de se regarder ça, je pense. Très Les bien. autres, bon, sont quand même un peu plus, on va dire, peut-être un peu plus évitables. Mais tu les regarderas quand Enfin, même. oui, mais bon, je suis pas sûr que je sois la norme pour définir le nombre de matchs qu'il faut regarder par an, parce que bon, je regarde quand même beaucoup. Voilà, donc Bref, regardez ça ce soir et d'ici là, passez un très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Switch Brunch. Ciao, ciao. ciao.